Aucun rapport personnel là-dedans, hein. Ça m'a mis très très mal à l'aise. Aujourd'hui, quand vous regardez une série à succès comme Astrid et Raphaël, son visage illumine immédiatement l'écran. Lola Dewer, une actrice solaire, talentueuse, qui a su imposer son prénom tout en honorant un nom de légende. Mais derrière ce sourire éclatant, derrière l'assurance de cette femme accomplie, se cache l'un des drames intimes les plus bouleversants et les plus enfouis du cinéma français. Mes amis, nous avons tous en mémoire le regard fiévreux, presque écorché, de Patrick Dewer. Pour nous qui avons vécu cette époque dorée des années 70 et 80, il n'était pas qu'une simple vedette sur une affiche. Il était notre écorché vif, le rebelle magnifique, l'alter ego et l'éternel rival d'un certain Gérard Depardieu. Sur l'écran, il incarnait une énergie brute, une soif d'absolu. Mais une fois les projecteurs éteints, il portait en lui une fragilité insoutenable, une fêlure immense que la lumière aveuglante de la célébrité ne faisait qu'accentuer, le plongeant dans une solitude de plus en plus profonde. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les coulisses de cette tragédie psychologique que la presse de l'époque n'a jamais su analyser avec la justesse qu'elle méritait. Nous n'allons pas nous arrêter à la finalité douloureuse que tout le monde connaît. Nous allons disséquer la genèse de cette chute émotionnelle. Et pour cela, nous devons parler d'elle, Elisabeth Malvina Chalier, que l'on surnommait Elsa. Une femme restée dans l'ombre absolue depuis 4 décennies, oscillant sur la corde raide entre une passion incandescente et une destruction silencieuse. Comment une jeune fille d'à peine 18 ans a-t-elle pu devenir à la fois l'encre de salut, la muse ultime et finalement le point de rupture du plus grand génie de notre cinéma? Imaginez un instant la détresse abyssale de Patrick Dewer. Derrière l'adulation des foules, cet homme cherchait désespérément un refuge psychologique, un amour inconditionnel pour faire taire l'angoisse perpétuelle qui le dévorait. Elsa, de son côté, incarnait l'insouciance et la fougue de sa génération. Elle ne cherchait pas l'icône de cinéma, elle était magnétiquement attirée par la vulnérabilité désarmante de l'homme. C'est l'histoire d'une fusion des âmes, d'une passion dévorante, mais aussi d'une désillusion fatale. Une déchirure invisible, tissée jour après jour entre un acteur qui demandait trop à la vie, une femme trop jeune pour porter un tel fardeau, et un ami incontournable, une figure tutélaire de notre culture, qui s'est retrouvée piégée au cœur de cet ouragan. Coluche, ces 3 destins entrelacés ont redéfini les frontières de la loyauté, de l'amour et de la culpabilité. Les véritables secrets de cette histoire se murmurent dans les silences d'une enfant, Lola, qui a dû se construire seule sur des cendres encore brûlantes. Nous sommes à la fin des années 70, une époque de liberté absolue. Elisabeth, surnommée Elsa, n'a que 18 ans. C'est une jeune femme lumineuse, dotée de l'insouciance de sa génération, mais animée d'une fougue, prête à s'embraser. Le destin possède parfois un sens de l'ironie redoutable. Ce soir-là, lorsque Elsa franchit le seuil de l'appartement de Patrick Dewer, la star adulée par la France, ce n'est pas du tout pour lui qu'elle est venue. À cette époque, Elsa fréquente amoureusement l'un des frères de Patrick. C'est donc en tant que petite amie de son propre frère qu'elle pénètre dans l'univers intime de l'icône du cinéma. Mais les lois mystérieuses de l'attraction se moquent tant bien des conventions familiales. Lorsque leurs regards se croisent au milieu de la pièce, le temps s'arrête net. C'est un vertige absolu, une collision silencieuse entre 2 âmes qui se reconnaissent instantanément. Des décennies plus tard, leur fille Lola relatera cet instant charnière avec une justesse déchirante dans un documentaire. Avec ma mère, vous vous étiez rencontrés un soir chez toi. Elle sortait avec un de tes frangins. Un regard, une évidence. Une évidence. Face à l'intensité de cet homme de 13 ans son aîné, Elsa balaye tout sur son passage. Elle quitte son petit ami et se jette à corps perdu dans cette romance incandescente. Si l'on analyse la psychologie de cette jeune femme, on comprend qu'elle n'est pas fascinée par l'aura de la célébrité. Elsa est happée par ce que l'on appelle le syndrome du sauveur. En regardant le grand Patrick Dewer, elle perçoit un oiseau tombé du nid, un homme rongé par le doute, foudroyé par une anxiété viscérale. Elle se persuade, avec toute l'illusion de sa jeunesse, que son amour pur et inconditionnel suffira à réparer les fractures invisibles de cet écorché vif. Pourtant,
on ne guérit pas si facilement les abysses d'une âme tourmentée. Très vite, la réalité rattrape le mythe. Leur nid d'amour se transforme en un huis clos étouffant. Leur relation devient fusionnelle, mais destructrice. Pour fuir la pression du star system et les démons de Patrick, le couple s'isole dangereusement du monde. Ils sombrent dans une spirale redoutable, s'enfonçant dans la quête de paradis artificiel. Une dépendance s'installe, fragilisant leur équilibre. Ils s'aiment, mais cet amour est empoisonné. Au milieu de ces ténèbres, une lueur d'espoir perce la nuit. Le 4 décembre 1979, naît Lola, un miracle, une bouffée d'oxygène. Dans un élan pour consolider cette famille, Patrick et Elsa se marient en 1980. Patrick cherche à être un père solide. Mais un enfant ne peut servir de pansement à des blessures béantes. L'air redevient irrespirable. Les angoisses de Patrick se multiplient. Elsa suffoque sous le poids d'une responsabilité trop vaste. Elle étouffe dans cette tension permanente. Dans l'ombre de cette prison dorée où l'oxygène manque, la jeune mère va ressentir le besoin vital de trouver une épaule solide, sans se douter que ce confident inattendu précipitera l'effondrement de leur univers. Pour bien saisir l'ampleur de ce bouleversement, il nous faut faire entrer en scène une véritable institution française, un homme que vous avez tous aimé, applaudi et pleuré, Michel Colucci, notre Coluche national. Coluche et Patrick Dewaere, comprenez-le bien, ce n'était pas qu'une simple amitié de showbiz. C'était une fraternité forgée dans la fureur de vivre des années 70, née sur les planches rebelles du café de la gare. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, deux marginaux de génie. L'un maniait l'humour ravageur comme un bouclier pour cacher sa pudeur. L'autre exposait ses failles et sa noirceur comme une œuvre d'art fascinante. Ils se comprenaient au-delà des mots, partageant leur fulgurance, mais aussi leurs excès redoutables et leur révolte contre un système qu'ils jugeaient hypocrite. Naturellement, dans ce contexte, Coluche devient une présence constante, presque envahissante, dans le foyer Dewaere. Il est l'ami bienveillant, l'épaule réconfortante, celui qui vient dissiper les lourds nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus du couple. Mais insidieusement, à huis clos, un glissement psychologique extrêmement complexe s'opère. Mettez-vous un instant à la place de la jeune Elsa. D'un côté, elle vit avec un mari génial mais totalement imprévisible, dont les gouffres intérieurs et la dépendance toxique finissent par l'aspirer elle aussi vers le fond. Le quotidien est électrique, épuisant, rythmé par les angoisses d'un homme qui a peur de tout, même de son propre talent. De l'autre côté, il y a Coluche, l'homme qui fait rire la France entière. Il apparaît comme un roc solide, chaleureux, généreux et surtout terriblement rassurant. Ce qui n'était au départ qu'une simple oreille attentive pour une épouse à bout de nerfs se transforme lentement, presque imperceptiblement, en un refuge affectif absolu. Elsa, épuisée de jouer l'infirmière de l'âme pour un Patrick qui sombre de plus en plus, trouve chez Coluche un ancrage, un havre de paix face à la tempête Dewaere. Attention, la réalité est souvent nuancée. Personne n'a véritablement prémédité cette trahison. Il n'y a pas de méchants machiavéliques dans cette tragédie. Il y a juste des êtres humains, avec leurs immenses faiblesses, qui tentent de survivre à l'asphyxie émotionnelle. Cependant, Patrick Dewaere n'est ni aveugle ni dupe. Cet homme doté d'une hypersensibilité écorchée, d'un radar émotionnel quasi maladif, capte les moindres vibrations de son entourage. Il perçoit le changement d'intonation, les silences qui s'étirent, les regards qui fuient. Il sent, au plus profond de sa chair, que la femme de sa vie et mère de sa fille lui échappe irrémédiablement pour glisser dans les bras de son frère de cœur. Imaginez une seconde la torture mentale qui s'empare de lui. Ce n'est pas un rival inconnu, un étranger qu'il pourrait haïr librement. C'est son confident de toujours, celui à qui il a livré ses pires secrets. La fissure est là, invisible pour les photographes des magazines télé, mais béante et saignante dans l'intimité de leur foyer. Le trio est piégé. Et lorsque la frontière entre le simple réconfort amical et les sentiments inavouables finit par voler en éclats, Elisabeth va prendre une décision brutale, un billet sans retour sous le soleil trompeur des Antilles qui précipitera Patrick vers un abîme de désespoir absolu. Nous sommes en 1982, une année charnière qui va basculer dans la tragédie absolue. L'atmosphère dans le foyer parisien de Patrick et Elisabeth est devenue étouffante, littéralement irrespirable.
La tension électrique est à son comble. Épuisée, vidée de toute son énergie après des mois de luttes invisibles, Elsa prend alors une décision radicale. Elle boucle ses valises à la hâte, prend sa petite fille Lola sous le bras et s'enfuit. Une fuite viscérale vers la lumière et la chaleur de la Guadeloupe, loin des démons parisiens. Mais elle ne part pas seule. L'homme qui l'accompagne, celui qui lui offre ce refuge inespéré au bout du monde, n'est autre que le confident du couple, Coluche. Imaginez le choc fulgurant pour Patrick Dewaere. Mes amis, essayez de vous glisser un instant dans la tête de cet écorché vif. Ce qu'il subit à cet instant précis, ce n'est pas un simple chagrin d'amour. C'est un séisme émotionnel dévastateur. Une double trahison d'une violence psychologique absolument inouïe. Les deux piliers fondamentaux de son existence, la femme qu'il aime à la folie et son frère de cœur absolu, en qui il avait une confiance aveugle, disparaissent ensemble. Du jour au lendemain, le sol se dérobe complètement sous ses pas. L'homme qui avait viscéralement besoin d'ancrage se retrouve précipité dans un vide sidéral. L'immense maison résonne soudain d'un silence assourdissant, vidé de ses rires, de ses cris et de son âme. Le paradoxe le plus cruel de cette tragédie se joue pourtant sur le plan professionnel. Observez cette effroyable ironie du destin. Au moment même où son monde intime s'effondre comme un château de cartes, sa carrière est sur le point de toucher le firmament absolu. Le grand réalisateur Claude Lelouch vient de lui confier le rôle de sa vie. Incarner le légendaire boxeur Marcel Cerdan dans la superproduction Edith et Marcel. Pour devenir cette montagne de muscles, Patrick s'entraîne avec un acharnement presque autodestructeur. Dans un ultime réflexe de survie, tel un homme qui se noie, Patrick cherche désespérément une dernière bouée de sauvetage. Il se tourne vers son passé et rend visite à sa première épouse, Sota, espérant épuiser un repère familier, une once de réconfort dans ce chaos mental. Mais le destin s'acharne avec une froideur chirurgicale. Lors de cette rencontre, Sota lui annonce avec une infinie douceur qu'elle attend un enfant d'un autre homme. Ce n'est en rien de la cruauté de sa part, c'est simplement la vie qui suit son cours normal. Mais pour le cerveau tourmenté de Patrick, cette nouvelle agit comme le coup de grâce définitif. C'est la confirmation implacable qu'il n'a définitivement plus sa place nulle part, que le monde entier a décidé de continuer à tourner joyeusement sans lui. Il est désormais atrocement seul, totalement et définitivement isolé. Face au miroir, sa souffrance intérieure s'est métamorphosée en une douleur intolérable, un trou noir qu'aucune caméra ne pourra plus jamais capter. Privé de tous ses repères, confronté à l'écho glacial de sa propre solitude, cet immense artiste flamboyant va, dans le secret inviolable de son âme meurtrie, prendre la décision la plus irréversible en ce lourd et fatidique 16 juillet 1982. Ce fut le jour où s'est éteinte la flamme pour l'un de nos plus brillants talents. Le jour où Patrick Dewaere, accablé par une souffrance psychologique insupportable, a décidé de tout quitter. Dans le silence oppressant de sa maison parisienne, très loin des caméras, l'acteur a posé le point final à son propre scénario. Un acte d'un désespoir absolu, un geste irréversible qui a pétrifié la France entière. Aucun mot d'adieu, aucune explication. Juste un vide immense, un silence assourdissant qui résonne encore dans la mémoire collective de tous ceux qui l'ont tant admiré. La nouvelle frappe le pays comme une onde de choc d'une brutalité inouïe. Le public est anéanti. Mais parmi les visages ravagés par le chagrin, il y en a un qui porte un fardeau bien plus lourd, un fardeau écrasant de culpabilité. C'est Coluche. L'homme qui faisait rire la France entière est soudainement plongé dans les ténèbres les plus absolues. Il comprend, avec une lucidité terrifiante, qu'il est devenu, malgré lui, l'un des rouages de cette machine infernale qui a fini par broyer son ami. Le poids de cette disparition va hanter Coluche jusqu'à la fin de ses jours, l'entraînant lui-même dans une longue et sombre descente aux enfers. La tragédie a littéralement brisé tous ceux qui gravitaient autour de ce triangle affectif. Rongé par le remords, hanté par le fantôme de son frère de cœur, Coluche tente alors un geste désespéré pour chercher une forme de rédemption. Il tourne son regard vers la petite Lola, cet enfant de 2 ans et demi, désormais orpheline de père.
Coluche prend son téléphone et contacte les grands-parents maternels de la fillette. Avec l'énergie d'un homme qui tente de se raccrocher à la vie, il leur fait cette proposition déchirante. Lola devait se faire baptiser, je devais être son parrain, c'est donc à moi de l'élever. Il veut à tout prix l'adopter. Il ressent l'urgence viscérale de réparer ce qui a été brisé de manière irréparable. Mais c'est à cet instant précis que se dresse un rempart infranchissable, une force tranquille et protectrice, le grand-père maternel de Lola. Cet homme, d'une sagesse et d'une clairvoyance implacable, oppose à Coluche un refus catégorique. Et si l'on analyse sa décision avec le recul des années, elle est d'une justesse absolue. Il comprend parfaitement que confier Lola à Coluche, c'est la jeter inévitablement en pâture au loup de la presse à scandale. C'est l'enfermer dans un microcosme toxique, peuplé de fantômes et de regards accusateurs. Il décide courageusement de sauver l'enfant. Il arrache Lola des griffes de cette tragédie mondaine pour l'emmener loin, très loin de l'effervescence médiatique, dans la quiétude de la région d'Angers. Entourée d'un amour simple et structurant, elle pourra grandir à l'abri des flashs. Ce refus du grand-père est l'acte de bravoure silencieux de cette histoire. Il a offert à Lola le droit fondamental d'avoir une enfance normale, loin du tumulte de la célébrité qui a englouti ses parents. Mais grandir loin de la tempête ne signifie pas oublier d'où l'on vient, et la fillette devenue femme devra, un jour, affronter l'héritage vertigineux de son père et faire face à cette mère disparue. Grandir à l'ombre d'un tel géant, marqué par un drame si précoce, est un défi intime vertigineux. Pendant des années, pour échapper à une curiosité douloureuse, Lola a fui son héritage. Elle s'est réfugiée dans l'anonymat de l'immobilier, sous le nom de sa mère, Lola Bourdeau. Mais le sang des artistes ne se laisse pas étouffer. À l'aube de la trentaine, elle décide enfin d'affronter son destin. Elle reprend le nom de son père et redevient Lola Dewer. Ce choix n'est pas une simple coquetterie. C'est un acte de réconciliation avec ce père qu'elle n'a connu qu'à travers l'écran. Mais si le deuil du père s'est fait sous l'œil bienveillant du public, qu'en est-il de la mère ? Qu'est devenue Elsa, celle qui fut l'épicentre de la tempête ? Depuis le séisme de 1982, Elisabeth s'est totalement évaporée. Elle a choisi une existence recluse, fuyant la lumière et les questions. La réalité de leur relation est d'une tristesse infinie. Dans une rare confidence, Lola a avoué avoir coupé les ponts avec sa mère depuis plus de 20 ans. C'est une fracture. Comment se reconstruire auprès de celle qui, dans l'esprit d'une enfant, reste liée au départ brutal de son père ? Pourtant, c'est ici que le parcours de Lola prend une hauteur d'âme bouleversante. Malgré ce silence de plomb et ces décennies d'absence, Lola veille sur cette mère invisible en lui apportant un soutien financier régulier. L'actrice expliquait avec franchise « C'est un problème pour moi de gagner autant d'argent, plus vite je m'en débarrasse et mieux je me porte. » Mes amis, mesurez la beauté de ce geste. Ce n'est pas une simple aide financière, c'est la forme la plus pure du pardon, une rédemption silencieuse pour briser la chaîne de la destruction et s'offrir, enfin, la paix. L'histoire de la famille Dewer n'est pas un fait divers. C'est une tragédie moderne sur la fragilité du génie, les ravages de l'excès et la violence de la passion. Patrick Dewer nous a laissé des chefs-d'œuvre immortels, mais il a laissé à sa fille un vide immense qu'elle a appris à apprivoiser avec une dignité remarquable. Alors que ce voyage s'achève, je m'adresse à vous qui avez vibré devant le talent unique de Patrick Dewer. Pensez-vous que sa sensibilité extrême le condamnait inévitablement à ce destin, ou le cours de l'histoire aurait-il pu être changé sans cette séparation ? Partagez vos précieux souvenirs de cet immense acteur dans les commentaires. Si ce récit respectueux vous a touché, laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir notre travail. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt.